9h22 ce matin, Marie de Hennezel est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue et écrivaine. Vous êtes connue pour votre engagement pour l'amélioration des conditions de fin de vie. Vous avez mis en place, en tout cas rendu un rapport en 2003 à ce sujet. Et vous sortez ce livre qui s'appelle L'adieu interdit. Alors c'est pas le premier livre que vous écrivez chez Plomb, mais en tout cas on en parlait avec Patrick hors antenne. C'est lourd, c'est très très lourd ce livre. Oui, c'est lourd, mais c'est bouleversant et je pense que tout le monde devrait le lire aussi, par rapport en fait à l'approche que l'on doit avoir avec la mort, parce que souvent il y a un déni en fait de la mort, quoi, non ? Voilà, c'est ce que je constate. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que le gouvernement est conseillé par un conseil scientifique qui est dans le déni de la mort. Je connais le milieu médical. Je sais que depuis des années, leur but, c'est évidemment de sauver la vie, c'est de guérir, et ils ont un rapport très difficile avec la mort. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi ça et tout le combat que nous avons eu toutes ces dernières années avec les lois aussi pour le respect des directives des patients pour la dignité du mourir a montré à quel point il faut lutter contre cette obstination déraisonnable qui est de vouloir à tout prix prolonger la vie, alors que la mort fait partie de la vie et que les médecins ont un rapport très difficile avec la mort. Ils n'acceptent pas et avec que nous soyons mortels. Et avec l'accompagnement. Et donc avec l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a, pendant des années, au début, quand je travaillais en soins palliatifs, on voyait que les médecins essayaient de prolonger la vie au prix de traitements extrêmement lourds, déraisonnables justement, alors qu'il aurait fallu tout simplement permettre à ces personnes d'être soulagées, bien sûr, sans souffrir, d'être accompagnées jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elles souhaitent d'ailleurs. Ouais, et alors ce que vous dénoncez en quelque sorte, ce que vous déplorez en fait dans le livre, c'est toutes les absences de rituels, des choses en fait assez terribles, quoi, ou des soignants qui mettent en fait les morts dans des housses immédiatement, les familles qui ne peuvent même pas les voir. Alors c'est vrai qu'il y avait une grande crainte en mars, avril en fait du virus, est-ce qu'il allait encore se balader, y compris quand il était chez les morts, quoi, hein. Oui, je dénonce ce que je pense avoir été le vrai scandale et l'importance des rites autour de la mort. Avoir interdit à des personnes justement de pouvoir accompagner, dire au revoir à un proche qui était quelquefois à quelques mètres de là. Quand une famille était à la porte d'un EHPAD et réclamait de pouvoir entrer pour tenir la main d'une mère en train de mourir, pouvoir lui parler, lui dire au revoir, et que ça lui était interdit, c'est proprement inhumain. D'ailleurs, les familles le disent, les soignants eux-mêmes ont parlé de cauchemar d'inhumanité. On les obligeait finalement à avoir des comportements qui étaient à l'opposé de leurs valeurs. Et puis, il y a effectivement l'impossibilité de constater la mort. Vous savez que quelqu'un qui n'a pas pu constater la mort, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à faire le deuil. Il faut voir le mort. On n'a pas pu se réunir en famille autour du cercueil. L'idée aussi que le corps, dès le décès, était immédiatement jeté, comme c'est le mot qu'emploient les soignants, jeté dans une housse immédiatement fermée, envoyé ensuite dans des funérariums, je dirais, improvisés à Rungis. Imaginez ce que c'est que pour une famille de savoir qu'on n'a pas pu dire au revoir, pas pu constater la mort, pas pu accompagner la personne, même pas aller à ses obsèques. Aujourd'hui, vous avez un nombre incroyable de gens qui sont dans une détresse, une tristesse dont personne ne se préoccupe. Et je pense que toutes ces personnes qui ont tellement souffert sont des personnes qui vont grossir malheureusement, dans les mois et les années qui viennent, les personnes atteintes de cancer. Parce que vous savez qu'une des causes du cancer, c'est le choc, c'est la tristesse, c'est le chagrin. Et alors, on est en ce moment on veut protéger la vie, mais quelle vie ? Une vie dans laquelle on empêche justement ce qui est essentiel. On a volé leur mort aux mourants et on a volé aux vivants, aux accompagnants, cette expérience qui permet justement de pouvoir vivre sereinement son deuil. Oui.
Allez, on va poursuivre avec vous, Marie de Henzel, dans un instant. Vous nous appelez aussi, il y a beaucoup d'appels. L'adieu interdit, pour ne plus jamais vivre ça. Mais est-ce qu'on est en train de revivre ça quand même aussi en ce moment? On va s'interroger avec ce qui se passe, et notamment dans les EHPAD. Alors où là, c'est vrai, aujourd'hui, on les a laissés quand même en fait ouverts, quoi. Mais oui, vous hochez un peu de la tête en disant oui, c'est pas. On va voir ça dans un instant. Dites-nous si vous avez une expérience analogue. En tout cas, venez nous en parler. Témoignez 0826 300 300. Vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. C'est un sujet qui touche tout le monde et beaucoup plus en ce moment. Ça s'appelle l'adieu interdit. Marie de Henzel, merci d'être avec nous. C'est chez Plon. On parle de la mort dans cette crise sanitaire, avec pas mal d'appels forcément au standard au 0826 300 300. Et on a Catherine de Paris qui est avec nous, qui veut vous poser une question et faire part de sa réflexion. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. D'abord, merci à Madame de Henzel pour le combat qu'elle mène. Moi, je vais parler de choses plus légères, mais je souhaite vraiment témoigner de ce que ce premier confinement a provoqué chez moi, alors que j'ai 72 ans et que j'ai le privilège, ou plutôt j'ai eu le privilège, justement au premier confinement, à être une de ces personnes dont on ne devine pas l'âge. Alors, ces 3 mois d'enfermement, 23 heures sur 24, ont changé ma vie. En étant bloquée chez moi, j'ai perdu l'appétit d'abord, puis le sommeil. Ne dépensant pas assez d'énergie pour avoir faim, j'ai maigri de 4 kilos en 3 mois que je n'ai pas pu reprendre. Bonjour les rides. Mais je vais quand même mettre un sourire dans cette histoire. Merci je d'ailleurs. positive avant le confinement et le port du masque, que j'appelle le masque étouffeur, obligatoire dans la rue. Je n'obtenais que rarement une place assise dans les transports en commun. Désormais, ce n'est plus un problème. Ah bah alors, vous voyez, vous avez gagné. Bon, voilà. On en sourit légèrement, mais bon, oui. Là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Parce que j'ai beaucoup d'amis, on en a parlé ensemble, j'ai des voisins, je suis bavarde, j'ai un contact facile avec les gens. Donc moi, je vais vous dire ce qui se passe en moins de 2 semaines après le début d'un confinement, puisque là, on en est aussi à moins de 2 semaines. On commence par perdre le sommeil, devoir baisser son moral. L'heure d'endormissement recule progressivement d'1 heure à 2 heures ou plus. D'ailleurs, la nuit dernière, je ne dormais pas encore à 3h30. Le sommeil est souvent interrompu. Et donc, comme je viens de le dire, ce que je décris, ce n'est pas simplement ma version à moi, mais celle que j'ai entendue de beaucoup d'autres gens. Oui, c'est collégial. Voilà. Pour les personnes de mon âge, qui ne souffrent pas de maladies graves ou chroniques, qui sont actives, entourées d'amis ou de leur famille, et qui se nourrissent correctement, pour elles, comme pour les autres d'ailleurs, 1 heure d'autorisation de sortie, c'est insuffisant pour conserver une bonne hygiène. C'est plutôt une punition. C'est un stress inévitable. On est obligé de regarder sa montre. On a un sentiment de frustration, voire en ce qui me concerne de colère. Et tous les médecins généralistes conseillent pourtant à leurs patients de marcher dès qu'on est âgé. Pour les personnes les plus âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques, qui sont plus fragiles, c'est encore plus difficile parce que tout se fait au ralenti. Un escalier à descendre, la queue ou à la caisse d'un supermarché, les hésitations devant les rayons du magasin font qu'il reste bientôt plus que, dans le meilleur des cas, on va dire que c'est 30 minutes pour s'aider. Faire circuler son sang. Et il faut renoncer à entamer évidemment une conversation avec quiconque. Alors dans les 2 cas, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus qu'à revenir chez soi, comme un prisonnier dans sa cellule, sans pouvoir communiquer, sauf en utilisant évidemment le téléphone. Mais on va le faire en position assise, c'est pas bon non plus. Moi, je veux dire, je conclus maintenant. De toute évidence, ceux qui nous gouvernent n'ont jamais eu aucun contact avec des personnes âgées autres que celles qui veillent sur une dame de qui veillent avec une dame de compagnie à leur côté, qui ont un chauffeur et une gouvernante qui pourvoient à tout le reste. Les problèmes de la plèbe ne les intéressent pas. Ce qui les préoccupe vraiment, c'est de se protéger derrière un conseil de défense et de ne pas s'écarter de la feuille de route néolibérale qui préconise toujours moins de services publics, toujours
toujours plus d'économies sur le dos de la majorité des citoyens. Oui. Et Bon. d'ailleurs, Oui. voilà. Marine, alors Marie de Henzel va compléter un peu votre réflexion Catherine, et vous pour votre répondre. Je témoignage. précise au passage, donc vous l'avez dit, hein, vous avez un certain âge, vous êtes une ancienne chef d'entreprise, hein, Catherine, c'est Oui. ce que je vois en fait sur la petite fiche. Mais Marie Alors, de Henzel. merci pour ce témoignage qui rejoint tout à fait ce que j'entends, ce que j'ai entendu dans les tables rondes post-confinement que j'ai animées dans des résidences-services pour des personnes qui ont un peu plus âgées que vous, madame, qu'entre 80 et 100 ans, mais qui sont autonomes. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce premier confinement, et donc là je m'inquiète pour le deuxième, a affaibli ces personnes. C'était des personnes qui étaient en bonne forme, hein, qui étaient autonomes, qui conduisaient leur voiture, et qui sont sortis de ces 3 mois de confinement affaiblis, avec peur de sortir, peur de prendre sa voiture, ayant effectivement des troubles qui sont ceux que vous décrivez, c'est-à-dire des insomnies, de la dépression, une perte du goût du vivre. Donc, je pense effectivement qu'il y a là un grand danger à confiner strictement des personnes qui sont au-delà de 65 ans, puisqu'il y a cette fameuse barrière de l'âge qui est tout à fait anticonstitutionnelle. Pardon, je vous coupe, on parle de gens autonomes et Oui. qui ont des interactions. Voilà, là, en je plus. parle Oui. de personnes et qui ont un programme pour vieillir bien. Moi qui anime des séminaires sur l'art de bien vieillir, je sais que par exemple une demi-heure vraiment d'activité physique intense est importante. Marcher bien sûr, avoir des interactions sociales, ne pas justement pouvoir avoir une alimentation équilibrée. Nous savons tous que ce confinement a poussé les gens à fumer, qui n'avaient jamais fumé jusque-là, À boire, qu'effectivement ils restent toute la journée chez eux à tourner en rond. La vie, ce n'est quand même pas de dormir, manger, être devant la télé. Il y a quand même autre chose dans la vie. Je crois que là, je me demande quelle est la vision. Je pense qu'il dit... D'ailleurs, je regrette que dans le comité scientifique qui conseille le gouvernement, il n'y ait pas de psychologue clinicien ou de philosophe qui attirerait l'attention sur qu'est-ce que c'est que la vie. La vie est indivisible, c'est pas seulement une vie biologique que l'on va protéger. Hein, elle est sociale, elle est affective, elle est spirituelle. On l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de l'évêque. Les gens ont des besoins spirituels aussi. Elle est aussi démocratique. Les gens ont... On peut leur demander aussi leur avis. Ils ont leur avis à donner sur leurs priorités. Alors, au comité scientifique, on parlait effectivement de la vie indivisible avec Cynthia Fleury, hein, c'est développé beaucoup. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, mais on est obligé en fait de prendre ces mesures parce que sinon le virus va continuer de se propager et va toucher en fait les personnes qui sont les plus fragiles et puis d'autres qui ne savent pas qu'elles sont peut-être fragiles. Non, mais un confinement allégé, certainement. Je pense que je n'ai pas de leçon à donner au gouvernement qui est devant des décisions extrêmement difficiles à prendre. Que l'on essaye effectivement de tenir cet équilibre fragile entre protéger et préserver la liberté, je pense que ce qu'ils essaient de faire, bien sûr. Mais il faut avoir présent à l'esprit que l'on est en train de fragiliser des gens qui étaient en bonne forme et comme dit Catherine, et qui sont sur la voie de la perte d'autonomie. Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec des milliers de gens qui vont perdre leur autonomie à la fin de ces vagues successives, puisqu'on nous en annonce d'autres, et que partis comme nous le sommes, puisque d'autres virus arriveront, est-ce qu'on va nous empêcher de vivre pour empêcher quelques, effectivement, centaines ou milliers de personnes de mourir? C'est peut-être un peu choquant de le dire comme ça, mais quand même, c'est cette réflexion-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là, au cœur de ce comité scientifique. Mais vous en appelez aux familles aussi, puisque vous annoncez dans votre livre que quand même 720 000 personnes âgées, donc c'est 4% des plus de 60 ans, n'ont eu aucune nouvelle de leur famille pendant le confinement. Donc il y a aussi une responsabilité de la famille. Effectivement, ces familles qui n'ont eu aucune nouvelle, ce sont des familles qui aujourd'hui vont très très mal. Mais les cabinets de psychologues sont envahis de personnes qui n'ont jamais consulté jusqu'à maintenant. Et qui consultent, pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent pas à dépasser ce traumatisme. On parle de stress post-traumatique, mais c'est une réalité. Oui, beaucoup d'autres appels. Oui, on a Marie est avec qui nous appelle du Tarn. Bonjour Marie. Bonjour Marie.
Oui, bonjour et merci à Madame de NZ pour la qualité de ses propos que j'apprécie beaucoup parce que nous avons besoin d'entendre effectivement et nous avons besoin tous d'être solidaires et de savoir un petit peu ce que nous allons faire. Pour ma part, voilà ce que cela m'inspire. Je suis assistante médicale dans un cabinet médical de mon mari, d'accord. J'ai vécu l'après-confinement de personnes âgées, compte tenu, si vous voulez, de la spécialité de celui-ci. Et c'est vrai que cela a fait beaucoup de dégâts, non seulement, si vous voulez, au point de vue physique, évidemment, des personnes qui n'ont pas été prises en charge, mais également au point de vue moral et au point de vue familial. Cela, nous semblons le découvrir, et c'est bien le premier point que je veux soulever, c'est que nous sommes tous confrontés, politiques, soignants, philosophes. Je suis moi-même spécialiste de philosophie médiévale et théologienne. Nous sommes tous confrontés à quelque chose de nouveau. Nous ne savons pas quoi faire. Le problème, c'est qu'en Occident, nous prenons conscience que la mort existe. Nous prenons conscience que nous avons besoin enfin de rites. Nous prenons conscience que nous avons des familles, que nous avons des amis, que nous avons aussi besoin de temps en temps de rentrer dans des églises, dans des synagogues, dans des lieux, entre guillemets, où souffle l'esprit. Nous avons besoin, tous, d'avoir quelque chose qui va nous permettre d'être ensemble, d'être reliés. Le problème, c'est que malheureusement, et nous le savons tous aussi, c'est que nous sommes obligés politiquement de faire des choix, que le gouvernement apparemment est dans dans un grand désert, qu'il avance, il recule et il ne sait pas quoi faire, et que nous-mêmes tous, et je me mets absolument dans le dos, je vis le deuxième confinement comme quelque chose d'un peu plus léger, parce que je m'accroche à ce que je peux, et j'ai une pensée pour nos patients, pour lesquels mon mari et moi, nous avons prévenu à propos du deuxième confinement. On leur a laissé notre numéro de téléphone, on ne les laisse pas sans nouvelles, on appelle dans les EHPAD pour savoir comment ils vont. Ce n'est pas suffisant, nous en avons bien conscience. Mais nous faisons l'expérience de la nouveauté, mais également de la limite humaine. En ce moment, en Occident, nous sommes confrontés à quelque chose qui nous dépasse, et c'est exactement, et je rejoins Madame de NZ sur ses propos, la question c'est que devons-nous faire? Comment allons-nous nous y prendre? Oui, c'est vrai. Peut-être Marie de Henzel va compléter aussi encore une fois votre propos. Restez avec nous, Marie de Henzel, sur effectivement, on apprend, on redécouvre entre guillemets aussi un peu là. Vous avez tout à fait raison. On a tiré des leçons du premier confinement, bien sûr. C'est vrai que beaucoup de familles se sont rendues compte de l'importance justement du lien avec des personnes âgées. On sait que dans les EHPAD, il y a beaucoup de familles qui se mettent à visiter beaucoup plus. On sait que le nombre de visites est beaucoup plus important. Ils ont tout d'un coup réalisé que le lien avec des personnes âgées était fondamental. Beaucoup de personnes aussi ont une réflexion intérieure profonde, se sont approfondies dans leur, je dirais, ont eu une réflexion spirituelle. Et quand je dis ça, c'est au sens large, bien sûr, sur le sens de la vie. Qu'est-ce qui est important? C'est un des apports du confinement, de nous avoir ramenés à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Mais justement, ce qui compte, ce n'est pas de dormir, de manger, de regarder la télé. C'est autre chose. C'est cette fameuse interaction sociale. Mais vous avez vu qu'on peut retourner aujourd'hui quand même pour les familles dans les EHPAD. Quoi. Alors, et on a pris un certain nombre de mesures et de dispositions pour ça. Oui, les EHPAD, effectivement. Et moi, je me suis félicitée, effectivement, que d'une part, on n'interdise pas les visites, que le président de la République ait dit que si quelqu'un mourait, on ne pouvait pas l'empêcher de venir dire au revoir, et que les obsèques, justement, donc il y a 3 points que je dénonce dans mon livre et qui, effectivement, le gouvernement a pris des décisions qui vont dans le sens de des propos de mon livre. Mais ce n'est pas si simple que ça dans les EHPAD, parce que il y a toujours la peur que le virus entre bien sûr. Et que il y a des EHPAD dans lesquels il y a une façon humaine, je dirais, de à la fois protéger et respecter la liberté, et d'autres qui sont gouvernés par la peur. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai bien fait la différence entre... Il y a 2 chapitres. Il y a quand la peur a raison de l'humain,
Et quand l'humain a raison de la peur, on voit bien que la frontière, c'est la peur. Quand un directeur d'EHPAD a peur, eh bien, il ne va pas être à l'écoute des besoins des familles. Et il va prendre il va peut-être même aller au-delà des recommandations. Et quand il n'a pas peur, eh bien, il va aller dans le sens de l'humain. Il y a beaucoup d'appels au standard. C'est Eric qui est avec nous. Non ? Eric, ça. Non, Eric voilà. N'est plus là. Pas d'autres. Du coup, on ne prendra pas d'autres appels. En fait, au 0826 300 300. Je vais juste revenir sur un problème. Enfin, c'est vraiment assez lourd. C'est le tri des malades, qui est très compliqué. C'est que vous nommez comme une barbarie dans une société aussi avancée que la nôtre. Oui, mais je suis revenue sur. Quand on lit le livre, on voit qu'au début, quand j'ai appris qu'il y avait un directeur d'EHPAD m'a dit, nous réfléchissons à la liste des éligibles à la réanimation, c'est-à-dire une liste de ceux que l'on va envoyer à l'hôpital et ceux que l'on gardera. Ça m'a paru barbare, qui est ce tri. Et puis ensuite, j'ai lu l'article d'une sociologue que je cite dans le livre. Je n'ai pas son nom présent à l'esprit. Anne-Laure, je crois que c'est ça. Et qui m'a fait Anne-Laure Bock. J'ai compris à ce moment-là qu'en fait, on ne peut pas envoyer en réanimation des gens qui ne pourront pas en sortir. Parce que d'abord, c'est une épreuve extrêmement difficile et que donc, il y a quelque chose de raisonnable quand même dans ce tri, malheureusement. Il vaut mieux quand on sait que les comorbidités de la personne feront qu'elle ne sortira pas de réa, il vaut mieux la garder dans son lit. Bien sûr, veiller à ce qu'elle ne souffre pas, à ce qu'elle n'étouffe pas, l'accompagner, et c'est malheureusement ce qui n'a pas pu se faire dans le premier confinement, et qui, je l'espère, se fera maintenant. Donc, il vaut mieux à ce moment-là que la personne meure dans son lit. Et d'ailleurs, j'ai lutté contre ce transfert aux urgences toutes ces dernières années dans les EHPAD, quand il s'agit de l'amélioration de la fin de vie. J'ai lutté contre ce transfert aux urgences de personnes qui préféreraient, et disent d'ailleurs que mourir dans la dignité pour elles, c'est mourir dans leur lit, sans souffrir, en entendant la vie autour d'elles, en étant accompagnées, avec des personnes qui viennent les toucher, leur parler, et les laissent glisser doucement dans la mort, sans les forcer à s'alimenter. Voilà ce que des personnes âgées mettent derrière le mot « je veux mourir dans la dignité ». Or, cela, effectivement, vous l'avez compris, ça suppose de ne pas être transféré aux urgences au dernier moment et mourir sur un brancard au milieu du chaos des urgences. Absolument. Merci beaucoup. Tout ça est décrit effectivement dans votre livre avec à la fois de l'émotion mais aussi un peu de raison, comme vous l'avez dit en fait tout à l'heure, quand il y a des tris évidemment et quand on en arrive là à ces derniers moments, ça ne sert à rien de prolonger pour prolonger. Jean-Paul Hamon hier. Oui, absolument. Marie de Henzel, l'adieu interdit pour ne plus jamais vivre ça, c'est aux éditions Plomb. Je vous conseille de l'acheter. Il y a plein de possibilités encore. Libraire, pas libraire, etc. Il y a plein de possibilités. Merci. On rembourse la livraison. Bon, allez, Marie de Henzel, ça va vous intéresser. Tiens, vous pouvez rester avec nous 5 minutes parce que je sais que vous êtes allé beaucoup dans des maisons de retraite, etc. en Vendée. On va parler justement de la Vendée dans un instant. Du Vendée Globe. Ça part